On est comme dans une répétition de l'histoire. 97, Laurent-Désiré Kabila, 99, Jean-Pierre Bemba et les autres. 2009, Laurent Kunda, 2013, Bosco Ntaganda ou encore 2025, Corneille Nangaa. Face à ce qui ressemble à la répétition de l'histoire, quelle solution définitive pour sortir de cette crise apparemment ou aux allures interminables? Mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette émission où nous allons également évoquer les questions d'ordre économico-social qui touchent la République démocratique du Congo. Alors, dans ce numéro, nous recevons pour vous un invité que vous allez découvrir pour la première fois, Monsieur Christian Kabasele. Il est criminologue, analyste indépendant des questions d'actualité. Monsieur Christian Kabasele, bonjour. Bonjour Dan, c'est un plaisir pour moi de revenir sur le plateau de Congo Buzz il y a quelques années passées Oui, oui. et je suis heureux d'être parmi vous et En tout cas. apporter ma petite pierre de contribution au débat. Ça fait quelques années que vous étiez à Congo Buzz. Après votre retour ici, quel est votre, est-ce que vous avez la même perception de la vie au Congo ou la perception a changé? Bon, faut dire vrai que les choses s'empirent, hein. On sent que le comportement congolais n'a pas beaucoup évolué et il faudrait voir comment se passe la circulation routière. Et je crois que ça définit déjà la nature de notre société. Donc je crois qu'il faut commencer par les petites choses hein, pour essayer de réinventer un peu le citoyen congolais. Et c'est à partir de là, parce que le Congo sera construit par les Congolais. La main ne tombera pas du ciel. Donc la qualité du Congolais définit la qualité de notre société. Et qui incombe cette responsabilité-là de toucher aux mentalités, d'imposer de nouvelles règles, une nouvelle direction? À qui incombe cette responsabilité? Bon, justement, l'État a un rôle énorme à jouer hein, sur ce, mais il faudrait dire qu'il y a aussi l'Église hein, qui devrait aussi contribuer dans l'éducation des citoyens. Donc, parce que dans mon entendement, c'est que l'Église et l'État, ce sont deux parallèles qui ont pour mission améliorer et conditionner les vies humaines de manière décente. Hein. Donc, je crois que l'Église et l'État ont un grand rôle à jouer dans le dessin de l'homme congolais qu'il faut pour atteindre l'horizon progrès. Le président Kabila disait que l'un de ses plus grands regrets, c'est d'avoir échoué de changer les mentalités congolaises. Est-ce que vous percevez un changement depuis qu'il est parti du pouvoir? Non, ben, dire changer de comportement, mais vous les changez comment? Quelles sont les techniques pour changer un comportement, pour changer une culture, d'une culture à une autre? Qu'est-ce qu'il faut? Ce sont les petites questions à se poser. Donc il y avait un travail à faire qu'il n'a pas fait justement. Parce qu'il faudrait, si nous faisons des lois, nous sommes régis par des lois. Les lois sont écrites, mais il faudrait qu'il y ait un corps responsable pour s'assurer et rassurer que les lois sont justement appliquées par les citoyens. Est-ce que ce corps-là qui devait se rassurer que nous avons les Congolais dressés selon les lois, je ne pense pas. Donc je crois que c'est lui-même qui a failli à la mission de dresser le Congolais, avoir quand même un capital humain décent et capable de répondre à nos challenges. Capable de répondre au challenge. Aujourd'hui, nous vivons un problème lié à la sécurité qui date de plusieurs années. Il y a une certaine récurrence. Selon vous, monsieur Christian Kabasele, quelles sont les causes principales de ce problème? Et à l'avenir, nous verrons comment vous proposez, comment sortir de cette crise. Bon, permettez-moi, je crois que nous avons banalisé la République. Nous avons un chômage aigu. Bon, selon mes indices à moi, c'est 95,4% de chômage. Et bon, je me rappelle quand même que le Congo, par le ministère du Travail, je crois, ils ont leurs statistiques remontées à 90%. Alors, dans un pays où nous avons 95,4% de chômage, c'est un non-État. C'est un non-État d'où nous sommes justement
condamnés ou conditionnés hein, à vivre de la manière dont nous vivons. Parce que là où il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'espoir. Est-ce que l'insécurité a-t-elle aussi je veux dire, l'insécurité qu'on vit dans la partie Est aujourd'hui avec Corneille Nangaa, qui amène des hommes, qui tue les populations, qui occupe des villes? Les raisons, c'est aussi dans le fait que nous n'avons pas d'État au sens moderne du terme. Bon, absolument, absolument. L'État a été absent depuis, disons, depuis 1960, depuis la décolonisation de la RDC. On a été absent. Nous sommes passés de la dictature à l'occupation, parce qu'il faut dire les termes tels qu'ils sont. Et puis après, nous avons le nouveau président, Félix Tshisekedi, qui en 6 ans, je me demande comment est-ce qu'il va changer la manœuvre. Mais sinon, c'est l'irresponsabilité collective congolaise qui fait que nous soyons aujourd'hui sujets d'exploitation ou de colonisation rwandaise. C'est une responsabilité collective. On a été cupide, paresseux, fainéant, et on a cru que la main tombera du ciel pour fixer le Congo. Donc ça, c'est quand même une leçon que nous devrions apprendre depuis les 18 ans passés de Kabila, mais apparemment, nous sommes encore au point de départ. Nous sommes au point de départ, donc la gouvernance du président Tshisekedi n'a pas corrigé les erreurs ou la mauvaise gouvernance du président Kabila. Je dirais qu'il y a certains aspects qui ont été très très bien corrigés. Nous parlerons de la gratuité de l'enseignement, nous parlerons des quelques œuvres d'infrastructures aux besoins sociaux. Il y a quand même quelques bonnes routes dans le Congo intérieur. Il y a quelques axes ici à Kinshasa, peut-être. C'est vrai que ce que je vois, ce n'est pas vraiment ça, mais on peut voir qu'il y a des efforts qui sont fournis dans un sens. Mais dans l'aspect militaire aussi, il y a eu beaucoup d'efforts fournis, dans le sens où tout a été clair devant nous. On a eu une armée détériorée et il fallait assez financer pour la refonder. Mais il faut toujours se souvenir que pour la refonte d'une armée fracassée telle que la nôtre, ce n'est pas en 6 ans, c'est en 20 ans au minimum. Donc d'où je peux dire que les efforts ont été consentis, mais je reviens encore au même terme usé ici, la qualité du soutien congolais a fait défaut, l'argent a été pompé dans les FARDC, et qu'est-ce qui a été fait au juste? Parce que le président ne peut pas être en même temps au four et au moulin pour tout suivre à la fois. Donc il y a une responsabilité qui incombe à un corps responsable dans le domaine militaire qui devrait en principe répondre. Ils ont demandé les moyens ont été mis à leur disposition. Nous avons entendu les résultats qui ne sont pas arrivés. Mais quand vous suivez Corneille Nangaa, qui a été interrogé par le journal Le Soir de Belgique, on lui pose la question: quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez pris les armes contre votre propre pays? Le monsieur dit: une corruption généralisée, la confiscation du pouvoir par un clan, voire une famille, la mauvaise gouvernance. Est-ce que Nangaa a raison de dire ça? Non, vous savez, nous avons cette habitude de créer des rois. Je crois que Nangaa, c'est un politesse incommensurable, dans le sens où c'est quelqu'un qui a tenu les rênes d'une institution d'appui à la démocratie. Alors, se retrouver dans l'autre camp et présenter des telles excuses, je pense que c'est un manque de sérieux flagrant pour la République. Mais telle est ces raisons. Je pense que nous avons un souci ici, nous concourons tous à nos intérêts personnels, parce que selon ce que nous avons sous-entendu, c'est un problème des carrés miniers. Et je crois qu'il est à la course de ses propres intérêts, et ce qui nous amène, c'est du déjà-vu. C'est du déjà-vu. On a vu tout ce monde-là, on a eu des généraux Kunda Batouare, tu l'as cité en début, on a eu des Bosco Tanganda, on a eu autant de noms. Ça n'a jamais été pour le bénéfice des Congolais. Et qui sont derrière Nangaa? Parce que si la République, une République avec des moyens, assez de moyens, disons, la RDC est incapable de refonder une armée le plus rapidement possible, je me demande comment Nangaa fait en moins d'une année d'avoir une armée capable de commencer à reprendre ou à reprendre quelques parties de la République. Qui sont derrière Nangaa? Ils nous amènent quoi? Rien de bon, certainement, parce que nous l'avons déjà vécu.
Donc je crois qu'on doit le classer dans le listing des traîtres, et je crois qu'il y a déjà eu un procès ici, et il est condamné à mort déjà. Je ne sais pas en dire plus. Je crois que le procès est plus révélateur de mes commentaires. Voilà. Le procès est révélateur, mais il y a une initiative qui a été initiée par les pères de l'Église catholique et protestante, allant à mettre tout le monde autour d'une table. Corneille Nangaa, l'opposition politique, le président Tshisekedi, le gouvernement, disons. Quel est votre avis par rapport à cette initiative de l'Église catholique et protestante? Bon, il est question de poids, à mon avis. Que pèse l'Église catholique d'aujourd'hui? Combien pèse l'Église catholique d'aujourd'hui? C'est une question. Oui. Nous avons autant d'organisations parce qu'il faut dire que la diplomatie congolaise, c'est vrai, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est de l'argent, la diplomatie, mais vous savez que la diplomatie, c'est l'art de la compromission. Donc on n'y va pas pour être certain que nous allons gagner à 100% et dans un cahier de charges tel que nous l'avons présenté. Il y a beaucoup de compromis à engager et ça peut prendre beaucoup de temps. Je crois que la diplomatie congolaise a avancé parce que voilà, le Rwanda finalement a été exposé contrairement à son discours qui a fait de ce pays un pays aimé de la communauté internationale sous le mensonge. Mais voilà que le Congo a dévoilé le tout. Et au moins, il est exposé tel qu'il se doit. Bon, voilà un peu ce que je... Est-ce qu'il faudra négocier avec les Corneille Nangaa et ses hommes, l'AFC M23? Est-ce que ça sera une décision salutaire pour le Congo de sortir de crise, de se mettre autour d'une table entre Nangaa, le gouvernement congolais, Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Délice Sanga? Est-ce que c'est dans ce forum-là que le Congo peut trouver la solution à cette crise sécuritaire? Je ne pense pas, parce que c'est une répétition des mêmes caprices et qui coûte trop cher à la République. Et je crois que le front qui a amené le président Félix, le président actuel au pouvoir, c'était la démocratie sous une élection transparente. Et je crois que le terrain est là. Ceux-là qui sont insatisfaits ne peuvent pas recourir aux armes pour revenir et forcer une place dans la sphère politique. Le jeu est là, il faut attendre jusqu'en 2028 pour les prochaines élections. Je crois que, à mon avis, il faut d'abord se poser une petite question. Combien de dialogues nous avons entrepris entre le Congo, le Rwanda, les M23, les RCD, les FDLR, tout ce que vous connaissez là, combien de dialogues? Et qu'a gagné le Congo tout autour de ce dialogue-là? On n'a absolument rien gagné. Le Rwanda s'est aligné comme un grand vendeur des minéraux qui n'existe pas sur son sol, justement des minéraux qui viennent du Congo. Je crois que... Principal exportateur du coltan? Absolument, ils sont classés tels. Mais je crois que la solution, à mon avis, on doit percer avec la diplomatie, parce que ça pèse un peu plus. Nous voyons tous les présidents de la SADC, de la EAC. Bon, la EAC, c'est un peu compliqué, mais nous voyons la SADC, nous voyons la communauté africaine, nous voyons la communauté internationale. Ils n'ont pas de choix, bien qu'ils ont assigné le Rwanda à fournir des minéraux qui n'existent pas dans son sol, mais quand même les voix s'élèvent aujourd'hui et il y a des sanctions. À peine même là, on vient de couacher, barrer le contrat qu'on a offert à Kagame pour leur livrer des minéraux. Et ouais, il y a deux éléments dans ce contrat-là. Voilà, c'est ce qui est important pour nous, je l'ai cité là. Et nous avançons et on doit apprendre à se battre. Je crois que la solution pour nous, les Congolais, c'est un peu plus de diplomatie et un peu plus de bataille. On doit apprendre à se battre. C'est le seul moyen pour nous de sortir de cette crise. Mais pourquoi l'histoire se répète toujours? Quelles sont les causes fondamentales qui font que, après chaque 10 ans, 5 ans, 7 ans, les mêmes causes produisent les mêmes effets? C'est quoi le problème de fond? Nous avons en premier lieu, nous avons le capital humain défaillant. C'est-à-dire, nous avons des concrètement, les Congolais ne sont pas traîtres. Ils sont traîtres. Nous avons l'avidité, l'avarice et la gloutonnerie politique. Tout le monde est après l'argent
et facilement, ils sont corruptibles. C'est la nature congolaise parce qu'il faut remonter jusqu'aux années de la décolonisation où nous avions eu les évolués, où on a cru qu'ils étaient là pour peut-être changer les choses, les amener à un niveau un peu plus élevé que les Blancs. C'était le contraire, ils se sont plus accaparés des biens des Blancs. Et voilà, aujourd'hui, nous avons aussi autant de problèmes parce que ça remonte des années passées. Oui, oui. Et, en bref, c'est la qualité du citoyen congolais qui pose énormément de soucis à la République. J'ai comme l'impression que nous ne sommes pas un peuple, mais nous sommes une population. Est-ce que l'UDPS aujourd'hui a-t-elle raison d'accuser les prêtres catholiques de trahison? Pendant qu'eux-mêmes, ils ont applaudi, ils ont accueilli la FDL aujourd'hui, et en 97 contre le président Mobutu. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Tous ceux qui sont dans l'initiative d'approcher Corneille Nangaa sont accusés de traîtres. Est-ce que l'UDPS, au regard de son histoire, a-t-elle des raisons de se plaindre aujourd'hui? Bon, le pouvoir est celui de l'UDPS. C'est Oui. tout à fait normal, tout ce qui va à l'encontre du pouvoir en place. C'est normal que l'UDPS Se plaignent. s'oppose. C'est normal. Mais la démarche de l'Église catholique doit être une démarche officielle, sinon. Parce que quand elle n'est pas officielle, ça offusque. Et ça pose des soucis. Mais vu la crise actuelle, je crois que chacun doit apporter sa petite pierre de contribution. D'où si l'Église trouve juste de rencontrer nos amis congolais qui ne pensent qu'aux armes pour accéder au pouvoir, tant mieux. Mais je crois que l'État a aussi un mot à dire dans un sens, parce que c'est l'État qui va donner le ton. Qu'est-ce qu'il faut justement pour résorber cette crise? Je crois que l'UDPS n'a pas tort, n'a pas non plus raison. Donc on laisse libre le champ, mais c'est l'État qui décide à la fin quel est le chemin à suivre pour résorber cette crise. Et c'est quand ça nous revient à nous, ce sont des opinions personnelles qui peut-être peut susciter une autre façon de voir les choses, une autre façon de réfléchir. Mais à mon avis, l'Église catholique a déjà trop de soucis avec le pouvoir en place, vu son positionnement, il faut qu'on le dise vrai. L'Église catholique a vraiment quitté son domaine de prédilection et s'est un peu plus engagé dans la politique, mais aussi dans une démocratie sérieuse. L'Église n'a pas pour rôle celle que joue l'Église catholique ici en RDC. Vraiment. Alors, Monsieur Christian Kabasele, en tant qu'analyste, vous observez bien l'actualité tous les jours. Vous avez combien la société congolaise se comporte vis-à-vis des questions de l'heure. Vous proposerez quoi à l'État congolais face à ce problème pour mettre définitivement fin au problème, qui ne revienne plus jamais avec peut-être un autre président et qui sera là, on ne veut plus avoir un autre Nangaa plus tard. Qu'est-ce que vous proposerez aux autorités aujourd'hui? Bon, dans une république dite démocratique, ce sont les lois qui nous régissent. Il faut durcir les lois. Il faut qu'il y ait des gens qui appliquent, qui font appliquer les lois. Ça, c'est une première résolution. Oui. De deux, il faudrait aussi réfléchir à cette formule de démocratie. Je l'ai dit une fois, l'école ne nous a pas appris une démocratie à 1000 partis telle que c'est en RDC. Ça n'existe pas. Et puis il faut se poser la question, quand est-ce que le Congo a traversé du multipartisme annoncé, prononcé par Mobutu en 90, et quand est-ce que nous sommes arrivés à cette dite démocratie? Juste à titre d'exemple, je t'informe tout de suite que les CID et l'UDPS, c'est la même coloration, c'est le même idéal, c'est la gauche. Donc, ils ne sont pas censés s'opposer. Ils ne peuvent pas s'opposer dans une démocratie sérieuse. Si on est sérieux, l'UDPS et les CID ne peuvent pas aller en opposition. Parce que quand l'on dit que c'est de la collision d'idées que jaillit la lumière, quand on parle de l'idée, c'est l'idéal. Mais nous sommes tous de la gauche. La collision, oui. c'est à quel niveau? D'où vous allez remarquer que tous les débats politiques
c'est plus l'acharnement, c'est plus les insultes, c'est plus la banalité. Parce que, ben voilà, nous sommes tous de la gauche. Et puis, vous allez remarquer, durant les élections, tous les manifestos des partis politiques, c'était la même chose. Si vous avez bonne mémoire. Si vous avez lu les manifestes d'au moins 5 partis phares, tout à fait. C'était la même chose. Ils sont tous de la gauche. Il n'y avait aucune différence, sauf quelques termes français qui fait la différence dans la lecture. Mais dans le fond, c'était quasiment la même chose. Et puis après, on doit savoir se battre. On doit apprendre à se battre. Et encore, il faut qu'il y ait rupture. On ne peut pas... À quel niveau il faut qu'il y ait rupture? Mais en tout. L'Église, il faut qu'il y ait rupture. La politique, il faut qu'il y ait rupture. Tout ce qui fonde la société congolaise est problématique. Tout. On doit refaire tout. Le tout. Le Congo n'est pas à démocratiser. Le Congo est à construire. Je l'ai toujours dit dans mes arguments avec mes frères que le président Félix Tshisekedi ne doit pas se mettre en tête qu'il partira de ce pays comme étant un grand démocrate. Non, c'est faux. Il doit partir d'ici comme étant un grand bâtisseur parce que le Congo est à construire et non à démocratiser. Et puis la démocratie en soi n'a construit aucun pays au monde. L'Europe n'a pas été bâtie sur... Mais les États-Unis, c'est une grande démocratie. Non, mais ils ne sont pas partis de la démocratie pour avoir une telle Amérique. La même chose l'Europe. La démocratie a été un modèle, un modus operandi politique, justement après qu'il y ait les révolutions, après qu'ils ont dressé, parce que quand tu suis l'histoire de la France, après la Révolution française, attends, ils ont passé 100 ans à décapiter les prototypes des politiques que nous avons ici, de la France du temps. Et pour avoir un spécimen des citoyens qui convenait ou qui convient à l'ordre du millénium, au projet du millénium, au projet de la modernisation. Parce que j'ai dit, le tout tourne autour de l'homme. Si l'homme est défaillant, ben la société sera autant défaillante. Ça nous prendra combien de temps pour construire l'homme? Bon, disons, les statistiques, la science, elle nous envoie à 20 à 25 ans au minimum dans le travail, pas dans la guerre. Non, l'exemple est là, excusez-moi, le Rwanda est là, ils sont partis de 94, bien qu'ils nous ont torpillés. Et il faut le dire, on avait un Mobutu aussi ici, qui avait tout le plein pouvoir. Je l'ai toujours dit aujourd'hui, Kagame, c'est le Mobutu d'aujourd'hui. Nous avions un Mobutu ici qui a plutôt choisi son libido à la place de réfléchir comment faire avancer la République. Mais nous retrouvons un autre qui prend de la communauté internationale toutes les rênes, mais au moins il pille, mais il essaye d'aménager chez lui. Voilà. On a le président Tshisekedi qui est entouré des anciens rebelles aussi, des gens qui hier ont pris les armes, mais qui refusent justement que le président Tshisekedi puisse aller aux négociations avec l'actuel rebelle. Est-ce que le président Tshisekedi devait écouter ces anciens rebelles qui sont devenus politiques aujourd'hui? Est-ce qu'il doit les écouter? Non, mais quel est l'intérêt de ces rebelles? Comme par exemple, je vais te donner un exemple. Prenons les grands de l'Est du Congo. Ils savent que si Corneille Nangaa arrive à Kinshasa, tant mieux. Ils sont puissants chez eux, ils vont imposer un système, on va aller aux élections, on va les voter, ils s'en foutent, leurs positions ne sont pas du tout inquiétées. D'où j'ai signifié ici l'avarice, l'avidité, c'est une culture, c'est une qualité congolaise, où les gens s'en foutent, les gens ne voient que leurs intérêts. Pour créer l'union sacrée, je n'ai pas vu le président interpeller une certaine classe politique à le faire. Ça a été automatique. Pourquoi? Parce qu'il y avait à gagner. Maintenant que nous sommes devant une guerre, c'est tout le monde qui s'éloigne. Le patriotisme devient accommodé. Et pourtant, c'est un sursaut instinctif. Tout à fait. Donc, je ne pense pas que c'est ça les erreurs en soi aussi. Pourquoi garder de tels citoyens dans les coulisses politiques? Pourquoi les garder? Parce qu'ailleurs, ce sont des personnes qui seront déclassées, quelles qu'on soit. Les amnisties ici, les amnisties par là, nous sommes à Goma, il y a eu un carnage humain à Goma. Oui, bien sûr. Corneille Nangaa va amener un dialogue qui va l'amnistier. Et puis après quoi? Toutes les familles qui ont perdu les leurs gratuitement, on en fait quoi? C'est justement
la cause même de la répétition, une des causes aussi de la répétition de ce que nous vivons en RDC, parce que l'impunité, les gens tuent, ils deviennent députés, les gens tuent, ils deviennent premiers ministres, les gens tuent, ils arrivent même à la candidature de la magistrature suprême. C'est ce que nous devons absolument bloquer, justement, par la révisitation de nos lois mères. Vital Kamerhe a suggéré que, ou a fait savoir aux Congolais que le chef de l'État veut négocier, mais pas pour vendre le pays, mais pour trouver la solution au problème. Quel est votre avis par rapport à ça? Bon, nous avons les indices, hein, disons, nous avons des rapports. Hein, qu'est-ce qui a été des négociations antécédentes? Qu'est-ce qui a été des négociations passées? Le Congo n'a jamais rien gagné. Nous avons une armée détériorée. Justement, la cause, ce sont toutes ces négociations, parce qu'il faut nous amener des gens qui n'ont jamais été dans l'armée, simplement pour des raisons de rébellion. Ils se retrouvent avec des armes, et puis après c'est un colonel, après c'est un général. Quand on le met devant la face d'une guerre vraie, le général ne sait pas par où commencer et il disparaît. Je crois que ce sont les causes même qui font que nous tournons en rond. Oui. Il faudrait rompre avec cette politique de faciliter le Rwanda. 30 ans, c'est assez, et il faut qu'il y ait rupture. Il faudrait qu'on apprenne à se battre. S'il faut aller louer des gens, parce que nous avons une série de guerres que le Congo a connues, mais on a sollicité des mains de secours ou de soutien à gauche et à droite. Oui. S'il faut aller un peu plus loin pour gagner une main sincère qui veut aider la RDC à s'en sortir de cette crise, ce serait fantastique. Je crois que c'est une des solutions. Le dialogue, c'est encore enfoncer davantage la RDC qui peine déjà à sortir sa tête de l'eau et ramener encore tout ce lot de monde, parce qu'il vient derrière Nanga. Qui vient derrière Nanga? Vous avez vu déjà les 2 gouverneurs qu'on a nommés, qu'ils ont nommés à Goma, entre guillemets. Bon, qui vient derrière Nanga? Et pourquoi on doit revenir à cela? Pourquoi il faut qu'il y ait répétition? C'est une question à se poser. L'armée rwandaise de Paul Kagame est sous le sol congolais. Ça fait plusieurs années qu'ils font les mêmes exactions sous le territoire congolais. Pourquoi il n'y a pas de sanctions sévères vis-à-vis de Paul Kagame pour le dissuader? Parce qu'il y a même des rapports qui indiquent clairement que Kagame agresse la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui empêche les États, que ce soit les États africains ou même au niveau des Nations Unies, à sanctionner Paul Kagame? Bon, Dan, les républiques comme les nôtres, la force ou la puissance ne réside pas sur la dimension superficielle. Elle ne réside pas sur le nombre d'habitants. C'est plutôt dans la qualité des relations tenues avec ceux des pays puissants. Je l'ai dit tout à l'heure que nous avions un Mobutu aussi en RDC. On peut le dire facilement, Kagame, je me répète, c'est le Mobutu d'aujourd'hui. Donc il est soutenu par toutes les puissances. Aussi, il faut le dire, on a l'habitude de croire que bon voilà, il n'y a que les présidents africains qui sont marionnettes, qui sont tapés sur la tête. Mais tous ces présidents d'Europe sont impuissants devant la multinationale internationale. Ils sont impuissants. Parce que ce sont des gens qui ont énormément de cash, qui mettent à la disposition des pouvoirs en place, et il est difficile de tourner la roue. Ils prennent les minéraux à un très faible prix, et ils se font énormément d'argent, et c'est un peu comme la drogue aussi. Donc, ils ne se fatiguent pas, ils se disent, bon voilà, c'est facile pour nous, allons-y. Et les Blancs, il n'y a que des intérêts, il n'y a pas d'amitié. Devant des milliards de dollars, la vie humaine ne signifie absolument rien. Nous avons énormément de cas. On peut aujourd'hui aussi indexer le cas de l'Israël et la Palestine. Vous pouvez voir comment la communauté internationale joue au double standard. Donc, ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut justement redonner vie à la diplomatie congolaise. Donc, on doit se retrouver dans cette classe-là pour essayer de se faire revaloir. Parce qu'il faut le dire, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est à cause de notre propre cupidité. Les Blancs se sont fait énormément escroquer ici, et pourtant ils sont venus pour justement investir en RDC. Qui a escroqué vous avez les statistiques, il faut consulter les rapports. Les Blancs se sont fait
sévèrement escroqués en RDC et quand ils repartent, et ce sont des rapports... Par les officiels ou Par les officiels, justement. Justement, il y a eu trop de conflits, des doubles contrats des mines, des contrats annulés. Il y a eu trop de magouilles dans ces histoires-là. Et il y a eu énormément d'argent qui ont disparu en RDC dans le compte de Doing Business in Congo. Alors, la communauté internationale, c'est une question à se poser. Il y a des questions très simples à se poser. Pourquoi est-ce qu'une communauté internationale qui prétend être juste et respecte les droits humains internationaux et consorts, pourquoi est-ce que ces gens-là peuvent vouloir acheter ou prendre les minéraux au Rwanda? Et pourtant, le Congo est là. Et le Congo de Félix Tshisekedi est disposé à dealer avec. C'est une petite question, mais une grande. Pourquoi est-ce que le Blanc préfère prendre les minéraux aux mains d'un receleur à la place du propriétaire qui ne pose pas problème, qui a les mains grandement ouvertes à les accueillir pour justement faire des deals un peu plus faciles pour aussi à côté avoir la paix. Le Congolais lui-même est à la base du malheur qui lui arrive aujourd'hui à cause de la, comme vous l'avez dit, de la cupidité, de l'intérêt, de la recherche de l'intérêt personnel. Oui, absolument. Vous avez répondu. Heureusement on a inversé de rôle pour le moment, mais ben, voilà, c'est justement ce que nous sommes sur le plan international ne donne pas confiance à la classe puissante. Ça, c'est une révélation. En d'autres termes, si les Congolais deviennent sérieux en matière de... avec les investisseurs qui viennent de l'étranger, ces multinationales qui ont besoin d'investir au Congo, si nous devenons nous-mêmes sérieux, ça permettra à ce que, plus ou moins, cette insécurité que nous vivons puisse diminuer ou si pas s'arrêter. Non, il faudrait d'abord se renfermer parce qu'il y a beaucoup de cas d'exemples. Nous prenons la Chine qui a été aussi banalisée à une époque. C'est le Japon qui rentrait par là, ce sont les Européens qui venaient de l'autre côté, ce sont les Anglais qui prenaient Hong Kong. Mais à un certain moment donné, ils ont dû appliquer la politique de la terre verte. Ils se sont renfermés d'abord pour se recréer, se réinventer. Et puis seulement après, quand ils ont su que bon, voilà, nous sommes capables, qu'ils ont recommencé à s'ouvrir. Et nous avons brûlé les étapes, la RDC. Qui sommes-nous aujourd'hui? Parce qu'on te dit, bon c'est quoi un Congolais? Qu'est-ce que c'est un Congolais? On ne sait pas se représenter parce que l'Église et l'État qui sont deux parallèles, qui devraient nous offrir l'ADN, ils sont tous des missionnaires. Et il faut tout réinventer. Donc il faut d'abord se renfermer et se consolider et renforcer l'unité et la cohésion. Et puis organiser tout ce qu'il faut pour que nous soyons une société responsable. Nous avons l'armée, l'instruction, l'éducation. Il faut revenir à l'éducation civique. Il y a bien de choses à faire parce que la République est fracassée. Regardez la qualité de la vie normale. Vous êtes dans la rue à Kinshasa, comme par exemple. Mais vous voyez directement ce que nous sommes. Donc tout ça doit changer. Et il y a deux mots à retenir sur ce. Il y a le sacrifice et le sacrifié. Ah. Absolument, parce que nous sommes les sacrifiés. Qui est sacrificateur? Non, nous sommes les sacrifiés Pas qui? des évolués. C'est-à-dire les gens qui ont initié, qui ont instigé la décolonisation, nous ont sacrifiés, nous, parce que au lieu de préparer un Congo qui allait recevoir les générations à venir, ils sont allés à la course du bien personnel. Maintenant, le sacrifice, c'est quoi? Parce que bon, aujourd'hui, tout le monde veut gagner. Moi, je me dis, bon, écoutez, et le Congo nous veut en sacrifice pour que nous léguions un patrimoine somptueux, ne fût-ce qu'à nos générations à venir, parce qu'il y aura des questions que nos enfants, que nos progénitures vont nous poser à un certain moment donné. Qu'est-ce que nous avons fait de ce pays? Qu'avons-nous légué à nos enfants? C'est une question énorme, d'où il y a la notion du sacrifice. Mais aujourd'hui, tu peux voir que tout Congolais concourt à gagner sa propre vie. C'est ça la mentalité aujourd'hui. C'est ça la mentalité des Congolais. Mais je peux même aller plus loin et surenchérir en disant que Félix ne doit rien. Si tu es né entre 1960 et jusqu'en 2018, Félix ne te doit rien. Mais il dirige 65, c'est lui qui... Il ne te doit rien, tu es un sacrifié.
Les gens qui vont questionner la gestion de Félix Tshisekedi, ce sont ceux de la génération de la gratuité de l'enseignement. Nous préparons, dans les pays se bâtissent en amont et en aval. Nous avons fainéanté durant 64 ans, et quand on se met sur la lignée de temps, c'est-à-dire le Congo a reculé de 300 ans. 300 ans. Mais quand tu regardes comment nous vivons, c'est en 1600, c'est en 1700 que nous sommes. Le Congo est très, 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 très reculé. Mais comment concevez-vous le fait que nous n'avons pas d'État qui nous soutienne foncièrement, malgré la présence des Chinois qui sont un peu partout avec leur mining, et les Russes qui sont aussi en guerre avec les Occidentaux? Comment se fait-il que aucun État ne puisse prendre foncièrement les problèmes du Congo comme un allié principal pour nous défendre? Ça s'explique par quoi? Ça dépend des relations. Je dis ceci, il faut aller voir le tableau de Doing Business in Congo. Le Congo, c'est rouge. Bon, quand vous voyez les Chinois ont amené toute une autre politique. Ils ne se mêlent pas de la politique interne de certains pays où ils vont. Ils ont juste les yeux dans les minéraux, ils font affaire et puis ils s'en vont. Nous avons la communauté internationale avec laquelle nous avons l'habitude de négocier. Je l'ai dit, je le répète, nous avons fait preuve d'immense cupidité et que nous sommes déconsidérés. D'où il faut se retravailler pour voir maintenant, parce qu'il faut profiter, parce qu'il y a maintenant deux options. On était coincé à un moment donné parce qu'il n'y avait que le Power West, comme on le dit. Maintenant, il y a Power East qui est la Russie, la Chine, l'Iran, le Brésil et tout ça, le BRICS qu'on appelle. Oui, mais maintenant, le problème, c'est que est-ce que sommes-nous préparés maintenant cette fois-ci pour pouvoir négocier de manière à gagner? Parce que maintenant, on sait dire non aux Américains et prêter main aux Russes. Bien que la Russie aussi ne soit pas un modèle de gouvernance bon pour nous, parce que chez eux aussi, il y a un peu aussi d'inégalité à l'excès, mais est-il que c'est une opportunité pour l'Afrique, et en particulier la RDC, pour revisiter notre façon de faire dans le domaine, surtout minier, qui est le poumon de nos caches qui peuvent nous aider à un peu avancer la République. Donc, bref, la politique, il n'y a que des intérêts, il n'y a pas d'amitié. Donc quand les gens viennent au Congo, ils visent plus leurs intérêts. Mais voyons voir, parce que l'opposition sud-africaine a déclaré ne pas avoir de souci à soutenir le Congo dans la crise et que l'Afrique du Sud a autant besoin, surtout de l'électricité d'Ingashaba, parce qu'il s'affiche un déficit flagrant d'électricité. Il y a déjà, je crois, un bon lot de militaires, si je ne me trompe, sud-africains qui sont déjà au Katanga. Espérons qu'avec eux, on pourra trouver quand même une main de support. Mais sinon, on doit apprendre à se battre nous-mêmes. 18 milliards de budget comparé aux 4 ou 5 milliards de Kabila. Substantiellement, y a-t-il avancé dans le social des Congolais? Bon, je disais tout à l'heure qu'il faut retenir la notion du sacrifice et du sacrifié. Le pays n'est pas construit, donc il y a beaucoup de priorités à engager en une fois. Oui, en effet, 4 milliards, je rigolais hier, je disais à un ami, écoute, vous savez que le Congolais refuse de réfléchir. Kabila, sous son règne, a dit qu'il a laissé énormément d'argent dans les caisses de l'État qui, disons, 4 milliards de dollars américains. Mais quand nous faisons les maths, les dépenses mensuelles de la RDC vont au-delà de 4 milliards. Je me dis, mais si nous récupérons 4 milliards l'année et que les dépenses mensuelles du Congo vont au-delà de 4 milliards, comment nous avons fait avec ce budget-là? L'État de la nation peut expliquer que c'était de la farce tout le long. Mais aller à récupérer 18 milliards, c'est à féliciter dans le sens où nous commençons à visser un peu les trous où il y avait un peu, où le cash de l'État fuitait.
Et je crois que le Congo, si s'organise un peu plus, je crois qu'on peut arriver même dans les 50 milliards, surtout si on revisite un peu plus dans le domaine des mines. Et aussi si on change, comme le président l'a dit, la revanche du sol sur le sous-sol et machin, il y a possibilité aussi de commencer à importer bien de choses et alimenter les caisses de l'État. Parce que là, on est un peu fixe, obsolète, on attend que la main tombe du ciel. Et pourtant, on peut bien fabriquer ou aller même en agriculture et à l'élevage. Je le disais aussi une fois aux amis, mais écoutez, nous sommes un pays à construire. Les gens ont faim. Mais quand tu te mets devant la télévision congolaise, c'est soit l'église ou soit des politicards en train de se tirer dessus. Et pourtant, la télévision, on devait céder place aux architectes. On n'arrive pas à contrôler les eaux quand il pleut ici. On ne sait pas contrôler les eaux. On a besoin de l'architecture. Nous voulons manger. On a besoin des agronomes. On a besoin des vétérinaires. Parce que les vétérinaires, ils savent quoi faire avec un porc. Si on en a... Vous comprenez un peu. Et on a besoin de ceux de la tech. Parce que la tech, aujourd'hui, c'est à vendre. C'est un produit à vendre aussi. Donc... on a un peu inversé l'ordre en tant que nation. Donc on offre plus des débats politiques et pourtant c'est centré sur l'égocentrisme, l'avarice, l'avidité, le gain personnel. Si on doit manger, Dan, ce plateau doit changer. Il faut amener des agronomes, des architectes, des vétérinaires et les gens de la tech parce qu'ils ont une science, ils ont la science transformatrice. Une plus-value. Alors, Monsieur Christian Kabassel, dites-nous, quels sont vos rêves pour ce pays, le Congo? Non, le Congo en soi est un pays, un grand pays déjà, vu son potentiel. Et nous espérons qu'avant que nous quittions cette terre, que nous léguions un patrimoine somptueux à ceux à venir, et cela via le travail, la paix. Le Congo est un paradis. Mais parfois on se dit, est-ce que la qualité des citoyens que nous trouvons sur cette terre, que nous appelons le Congo, à tout le niveau, conviennent justement à la beauté de cette République? C'est une question. Je disais tout à l'heure que nous ne sommes pas un peuple, nous sommes une population. Il y a la diaspora aussi qui est quand même bien formée. Quel est l'apport de la diaspora? Non, la diaspora, je l'ai dit une fois sur votre plateau, je comprends qu'il y a trop de soucis sur la diaspora, mais laisse-moi te dire que la diaspora a énormément contribué. Pendant que l'État était démissionnaire. Tout ce qu'on sait de la diaspora, c'est le phénomène combattant. Non, nous avons l'informel, ça, le combattant, c'est ce qui est arrivé après avec l'occupation en RDC, l'usurpation, l'infiltration. Donc il faut remercier la diaspora combattante parce qu'elle a contribué aussi pour se rassurer que le pays, le pouvoir en RDC revenait entre les mains d'un fils natif de la RDC. La diaspora, c'est vrai parce qu'on n'a pas de bureau de statistiques, je l'ai dit ici, dans l'informel, nous sommes dans énormément de choses, nous sommes dans la construction, nous sommes dans le transport, nous sommes dans le transfert de fonds, on a des collègues qui sont dans l'agriculture, et c'est vrai, la diaspora, justement... Vous êtes organisé ? Bon, disons, c'est la même maladie, hein, c'est un peu les efforts personnels, c'est un peu... Si on veut s'adresser à la diaspora, non, il y a des clans, il y a des clans... Un répondant direct. Non, il y a la possibilité d'atteindre la diaspora, c'est facile, il y a des regroupements, mais seulement qu'il n'en fallait pas autant. Hein, et, il faut le dire, la diaspora est une puissance, la diaspora est une réserve, et le Congo en aura toujours besoin quel qu'on soit. Et puis, quel que soit le stigma porté sur la diaspora, je crois que les Congolais locaux ne font pas mieux parce que l'état de la nation nous expose tous. Le président Tshisekedi a vécu longtemps aussi dans la diaspora. Bien sûr. Est-ce que vous vous reconnaissez en lui en tant que l'un des vôtres de la diaspora? Absolument oui. Et il faut voir déjà... nous avons Mama Emo après 1910, la diaspora. Vraiment?
Et pourtant, Ouais. on a eu des gens que nombreux prétendent vouloir les voir revenir. Qu'est-ce qu'on a eu sur le terrain? Absolument rien. Il y a bien d'infrastructures hein, finissant et qui... On a aussi, comment dire, aménagé ici. Ben, c'est le concours d'un fils du pays en provenance de la diaspora. Il y a une différence dans la gestion. Aujourd'hui, vous pouvez pointer du doigt les détourneurs des fonds de l'État, chose qui n'a pas existé ici à l'époque. Ça, c'est l'effort de la vision de la gestion du pays de la diaspora. Quand vous êtes à l'étranger, qu'est-ce qui fait la fierté du Congolais? Vous vous dites je suis Congolais, certains nous appellent Zaïrois. Qu'est-ce qui fait notre fierté aujourd'hui à l'extérieur? Non, j'aime voir, j'ai vu ma fille aller à l'école, elle n'a jamais été au Congo. Elle est allée présenter les couleurs du Congo. Elle a fait un peu des pas de Fali et consorts. Et j'étais là, j'ai dit, ah, voilà, c'est ça la fierté d'être Congolais. Au moins, de loin là où elle est, elle reconnaît les origines. Hein, ouais, voilà, voilà. Voilà, on va carrément clore. Monsieur Christian Kabasele, si vous devriez suggérer aux autorités aujourd'hui, au regard de tout ce qu'on vit aujourd'hui, au regard de tous les problèmes que nous avons, qu'est-ce que vous leur direz foncièrement à améliorer ou à Bon, proposer? je vais être direct. Hein. Mhm. On ne blague pas avec la République. Parce qu'il y a 100 millions, plus de 100 millions, je disais ici qu'on est en déficit des bureaux de statistiques. On ne sait même pas à combien nous sommes. Donc nous spéculons, c'est entre 100 à 110 millions. Oui. Et que s'il faut tuer 100 politiciens pour trouver de l'espace et faire avancer la République, ben, il faut les tuer. On peut plus continuer à jouer parce que le temps c'est de l'argent. Il faut profiter de la volonté manifeste exprimée par le président en place pour faire avancer les choses. Sinon, vous pouvez observer vous-même, je ne juge personne, regardez la qualité des politiciens qui sont à côté ou proches hein, de la main sur le pouvoir et vous pouvez un peu savoir déjà qui nous attend. Il faut qu'il y ait absolument rupture. On doit tout casser parce qu'on ne peut pas continuer à espérer avoir des résultats différents en gardant les mêmes donnes. C'est une impossibilité. C'est prouvé, le président a tenté pendant 6 mois de pêcher dans les poubelles les politiciens paresseux, fainéants, et nous en sommes là au résultat. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les résultats. Donc j'insiste, nous sommes à 110 millions. S'il faut tuer même 1 million de Congolais pour que le pays avance, eh ben, il faut les tuer. C'est comme ça que ça se passe de l'autre côté. La Suisse aujourd'hui tue ses Koulouna. Si tu es Koulouna en Suisse, on va te tuer. Pourquoi? Parce que le dessein de la Suisse présente et la Suisse future n'a pas donné espace à un tel prototype des citoyens. Pourquoi nous gardons ces citoyens sur les sièges de fortune et pourtant ils sont là pour une mission? Combien de temps nous allons attendre pour que ces gens-là changent? Ils sont tous chrétiens, mais vous pouvez le voir que l'Église les a traversés. Ils expriment en rien qu'ils consomment de la matière religieuse qui peuvent un peu malayer ou mater un peu les envies animales. Voilà ma proposition pour terminer. Merci beaucoup, Monsieur Christian Kabasele. Je pense qu'on a tout vidé. Toutes les questions qui devraient être analysées ou posées pendant cette émission. Ça a été un immense plaisir de vous avoir sur ce plateau. Espérons que nous allons vous revoir ou vous recevoir d'ici là. Quel est le mot que vous direz à nos compatriotes qui ont perdu les leurs, qui vivent dans des situations très difficiles? Nous compatissons à l'Est. C'est coutume aujourd'hui. Nous compatissons et nous espérons que de là où le président est, il réfléchit pour vraiment cette fois-ci trouver une solution un peu plus solide et durable pour
que l'on ne retombe plus dans ces erreurs-là du passé. C'est pitoyable, mais voilà, on est condamné parce qu'on a été collectivement cupide et nous payons. Et ce sont les innocents qui paient de leur vie. Et les politiques sont ici en train d'attendre Corneille Nangaa pour se faire encore président d'un parlement ou d'un sénat. Ils s'en foutent de nous. Ils s'en foutent de nous, mesdames et messieurs. C'était M. Christian Kabasele, criminologue et analyste des questions d'actualité. Nous pensons que vous avez ce message, cette analyse particulière. C'est vrai qu'on ne reçoit pas souvent des personnes qui réfléchissent comme lui, c'est une particularité. Mais nous espérons que ce qu'il a dit tombe dans des bonnes oreilles et que justement ce pays pourra corriger toutes ces erreurs qu'on a évoquées sur ce plateau. Merci à M. Henri Tchimbalanga qui m'a également préparé cette émission, à M. Camille, à toute l'équipe technique qui m'a aidé également, Bestel Luca, Martin Bombo. Merci à vous tous qui avez été avec nous. Portez-vous bien et à très bientôt.